Bonjour, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Nouvelle édition du Morning pour tout voir et tout savoir avant d'aller au travail. On est ensemble pour 2 heures d'infos, d'actualités, de débats et de chroniques. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité de ce lundi 19 janvier. Nouveau raid israélien sur le Golan, syrien hier. 6 membres du Hezbollah ont été tués, dont Djihad Mournier, le fils d'Imad Mournier, un haut commandant militaire de la milice chiite libanaise assassiné dans des conditions mystérieuses. C'était en 2008. Le Hezbollah promet des représailles au moment qu'il jugera opportun. Et puis la colère du monde musulman ne s'apaise pas après la publication du nouveau numéro de Charlie Hebdo. Des nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui, notamment en Iran, alors qu'au Pakistan, au Niger et même dans la bande de Gaza, des sites français ont été ciblés. La liberté d'expression a-t-elle ses limites? On en parle largement dans ce morning. Et puis on reviendra sur cette décision de la Cour pénale internationale d'ouvrir un examen préliminaire pour les supposés crimes de guerre commis cet été dans les territoires palestiniens. Mais tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Et comme chaque matin, elle nous est présentée par Maurice Ferrand. Bonjour. Et alors c'est donc ce raid israélien qui fait les gros titres de la presse israélienne et libanaise. La presse régionale sans la poudre ce matin, après le raid qui a eu lieu sur le plateau syrien du Golan. Alors Haaretz titre « Le fils de Mournier liquidé sur le Golan syrien ». Haaretz précise que le raid sur le plateau syrien du Golan attribué à Israël a fait 6 victimes dans les rangs du Hezbollah, parmi eux le fils de l'ex-chef d'état-major du Hezbollah tué en 2008. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est l'édito « La frontière du Hezbollah », un édito signé Tzvi Barel. Il nous dit que Djihad Mournier est moins important qu'une autre des victimes, Abu Ali Tabtabai, commandant des forces spéciales du Hezbollah en Syrie et qui lutte sous la direction de l'Iran contre les djihadistes de Daesh. Les services de sécurité israéliens estiment quant à eux que le Hezbollah va riposter. En tout cas, l'approche des élections, affirme Haaretz, pose une question. Qui a lancé l'opération? L'échelon politique ou l'échelon militaire? Allez, on passe au site d'information du Yediot Ahronot, le Ynet. Ynet, la liquidation du prince du terrorisme, titre le journal. Pourquoi le prince du terrorisme? Eh bien parce que Imad Mournier, qui avait été tué en 2008 dans une explosion à Daman, depuis son fils Djihad avait été adopté par le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et les gardiens de la révolution iranienne, d'où le surnom qui lui avait été donné. Alors on se penche un instant sur l'édito d'Alex Fishman. Quelqu'un joue avec le feu, lance une allumette dans un baril de poudre et attend de voir ce qui va se passer, écrit Alex Fishman. En tout cas, affirme l'éditorialiste, le pyromane a plusieurs complices. Tout d'abord le Hezbollah, qui avec l'aide de l'Iran, second complice, s'apprêtait à lancer des attentats contre Israël. Si ces attentats avaient été perpétrés, Israël n'aurait pas eu d'autre choix que de riposter. Allez Maurice, vous avez jeté un coup d'œil également sur les sites d'information qui sont proches du Hezbollah. Du Hezbollah et du Liban. Alors on va commencer par Al-Manar. Pour ce groupe d'information libanais proche du Hezbollah, il ne fait aucun doute que le raid a été mené par Israël. Le Hezbollah confirme que l'on compte parmi les victimes le commandant Mohamed Issa, un des responsables du dossier Irak-Syrie, et le fils d'Imad Mournier, Djihad. Toute frappe contre des positions en Syrie vise l'axe de la résistance. Damas, Téhéran et Hezbollah, et pas seulement la Syrie, avait déclaré Hassan Nasrallah la semaine dernière. Et vous allez voir, ce discours est important. Oui, cet axe pourrait décider de riposter, c'est son droit. Cela peut arriver à tout moment, avait ajouté le secrétaire général du Hezbollah. Al-Manar rappelle que Nasrallah avait annoncé jeudi dernier, et pour la première fois, que son organisation possédait depuis 2006 des missiles iraniens Fater 110 capables d'atteindre toutes les localités israéliennes. Allez, L'Orient le jour, le quotidien libanais d'expression française à présent. Alors, L'Orient le jour fait état d'une mobilisation assez contestée sur des deux côtés de la frontière. Selon le quotidien libanais, des survols intensifs de l'aviation israélienne au-dessus du plateau du Golan ont fait suite à ce raid. Et puis, des mouvements inhabituels de troupes israéliennes ont été identifiés dans les avant-postes selon des correspondants sur place. L'agence Anatolie fait état d'une vaste mobilisation du Hezbollah aux frontières du sud du Liban. L'Orient le jour pose donc la question, début d'escalade, et toujours la reprise de ce discours de Nasrallah de la semaine dernière. Les raids répétés sur différents objectifs en Syrie constituent une grave violation, avait déclaré Hassan Nasrallah. Le Daily Star
Les tambours de la guerre ont retenti dimanche alors que le Liban attend la riposte du Hezbollah, un raid israélien sur le Golan syrien au cours duquel ont été tués Djihad Mournier, un officier iranien de haut rang et 4 autres combattants. Des représailles inévitables, affirme le Daily Star libanais, après les remarques de Nasrallah la semaine dernière sur les capacités militaires grandissantes de son organisation et de son droit de riposte aux raids répétés d'Israël. Vous le voyez, là encore, le discours de Nasrallah a été rappelé. Alors vous nous parlez maintenant du site d'information Al Jazeera, le site d'information qatari, qui estime lui que ce raid israélien fait suite au discours particulièrement belliqueux de Nasrallah. Voilà, alors on conclut avec ce discours. Effectivement, Al Jazeera est convaincu que le raid d'hier est une réponse directe d'Israël au discours prononcé la semaine dernière par Nasrallah. Citant son correspondant à Amman, Al Jazeera affirme qu'il s'agit de la 7e attaque israélienne près de la frontière libanaise depuis le début de la guerre en Syrie. Et Al Jazeera de relever que ce dernier raid a eu lieu 3 jours à peine après que le leader du Hezbollah ait considéré les frappes israéliennes en Syrie comme une agression majeure et que la Syrie et ses alliés, entendez le Hezbollah, ont le droit de réagir. Merci beaucoup Maurice Sifergan. Et justement pour commenter cette actualité brûlante, j'accueille ce matin Emmanuel Navone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, et Ali Waked, journaliste indépendant spécialiste du monde arabe. Ali Waked, ce raid, selon vous, c'est un casus belli pour le Hezbollah ? À mon avis, non. Le Hezbollah est encore très impliqué sur la scène syrienne, sur la scène irakienne et bien sûr dans le nord du Liban. Mais c'est un cumul dangereux que le Hezbollah pourrait plus continuer à ignorer. Les critiques déjà au Liban, surtout dans les milieux sunnites, qui s'attendent d'une riposte du Hezbollah. Le Hezbollah qui est accusé de riposter très rapidement quand il s'agit des musulmans sunnites, soit en Syrie, soit au Liban, soit en Irak, et que quand les sionistes, les Israéliens attaquent le Hezbollah, ne riposte pas. Il viendra, selon les sources proches de Hezbollah en Syrie et en Liban, il y aura une riposte, mais ce ne sera pas sous forme d'une vague de missiles qui va couvrir les cieux d'Israël, mais selon des analystes proches de Hezbollah au Liban, ça va être une décision mesurée de la part de Hezbollah qui prendra en compte tous les calculs géopolitiques de la région, surtout ce qui se passe en Syrie. Quand j'ai parlé hier avec des sources libanaises, ils ont mentionné le fait que l'armée syrienne, avec le soutien de Hezbollah et de l'Iran, continue à repousser les rebelles de la centre du Syrie, et que les 2 prochaines scènes dans lesquelles l'armée syrienne et le Hezbollah devraient agir, c'était justement les frontières avec Israël, notamment la région de Quneitra, et avec la frontière avec la Jordanie, Daraa, et que cette opération israélienne qui est d'un prix très moral pour le Hezbollah ne va pas changer les plans de guerre du Hezbollah, mais une riposte viendra selon les sources proches du Hezbollah. Emmanuel Navone, selon vous, le Hezbollah a les moyens d'ouvrir aujourd'hui un nouveau front, alors qu'on sait qu'il est engagé clairement aux côtés des troupes de Bachar al-Assad ? Il faut bien comprendre que le Hezbollah n'agit pas indépendamment. Il est coordonné avec le régime de Bachar al-Assad et également avec l'Iran. Et par conséquent, s'il prend une décision de faire monter la tension, il ne la prendra pas seul. Il y a là des décisions coordonnées. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran et ce qui reste du régime de Bachar al-Assad ont intérêt d'ouvrir un nouveau front avec Israël, alors même que l'Iran se trouve en pleine négociation avec les puissances occidentales, alors même que le Hezbollah n'a pas la capacité seul d'ouvrir un front contre Israël, alors même que Assad se bat pour sa survie? Je pense que les risques d'une escalation à ce stade sont minimes. Alors on va retrouver, permettez-moi, on va retrouver à la frontière israélo-syrienne notre envoyé spécial, Mathias Imbar. Mathias, bonjour. L'armée israélienne n'a toujours pas revendiqué ce raid ? Non, aucune revendication, et comme il est de coutume en Israël, eh bien, ils vont se contenter de regarder ce que dit la presse étrangère. D'ailleurs, à nos côtés, eh bien, nous avons des équipes russes et des équipes qataries qui ne cessent de répéter un petit peu ce que dit la presse libanaise et surtout la presse régionale. Alors effectivement, le seul commentaire jusqu'à présent, c'est celui de Moshe Boughi-Ya'alon, le ministre de la Défense, qui ironisait sur le fait que Hassan Nasrallah, le secrétaire général
du Hezbollah disait il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de présence du Hezbollah, cette région de Quneitra, cette frontière israélo-syrienne. Eh bien, si des éléments du Hezbollah, voilà sa déclaration, sont morts hier, eh bien, il faudrait que Hassan Nasrallah nous explique pourquoi ils étaient présents alors qu'il l'avait dit l'inverse il y a quelques jours. Mathias, est-ce que l'armée israélienne est en état d'alerte ce matin pour faire face à d'éventuelles représailles du mouvement chiite libanais ? Écoutez, en état d'alerte régional, mais pas de présence. Eh bien, nous n'avons pas vu, par exemple, des jeeps postés dans cette région-là. Elles sont habituellement positionnées pour parer à toute éventualité, mais pas de surprésence militaire. Je peux vous dire qu'on est passé il y a quelques instants devant le passage de Quneitra qui est tombé, eh bien, depuis ces derniers mois, de temps en temps entre les mains de Jabhat al-Nusra, la branche d'Al-Qaïda, et repris par la branche par les militaires de Assad. Et finalement, à ce passage de Quneitra, il y a très peu de militaires israéliens. Bref, l'état d'alerte est régional, mais elle n'est pas pointée directement sur cette région de Quneitra. Je peux vous dire que là où ça s'est passé exactement hier, sur cette éventuelle attaque menée par Israël, eh bien, elle s'est passée il y a à 600 mètres à peu près derrière nous. Donc on est vraiment à la frontière israélo-syrienne. Et d'habitude, effectivement, comme l'a dit Ali Waked il y a quelques instants, le Hezbollah n'est pas présent généralement dans cette région. Là où il y a très peu de présence chiite, il y a surtout des Druzes et des Syriens. Mathias Zibar, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial sur la frontière israélo-syrienne. Merci à vous. Emmanuel Navon, c'est pour déjouer un attentat imminent qu'Israël a frappé, ou en tout cas a frappé supposément ? Supposément, puisqu'Israël n'a pas confirmé cette frappe. Encore une fois, je n'ai pas les informations des services de renseignement, mais il est évident, à mon sens, que si Israël a pris l'initiative d'éliminer ces terroristes au moment où nous parlons, ou hier ou avant-hier, c'est qu'il y avait une raison. Donc l'armée israélienne n'élimine pas des terroristes et ne prend pas le risque d'une éventuelle escalation sans que ce soit justifié. Donc sans posséder les informations des services de renseignement, je pense effectivement qu'on peut dire de façon très claire qu'il devait y avoir sans doute une menace imminente pour que l'armée et bien entendu les dirigeants prennent cette décision. Ça veut dire que le Hezbollah n'a pas tout à fait abandonné sa guerre contre Israël. Elle essaie de garder justement, d'essayer de réchauffer cette frontière, même si elle est engagée, même si le Hezbollah est engagé aux côtés des troupes de Bachar al-Assad. Le Hezbollah n'a jamais déclaré qu'il a abandonné son intention de lutter contre Israël et de libérer les fermes de Shaba, mais il y a une priorité. Si je tiens à faire attention à ce que certains médias arabes ont cité Yoav Gallant, l'ancien candidat à être le chef de l'état-major de l'armée, qui a fait peut-être qu'il y a un lien entre la campagne électorale et la situation dans les sondages du Premier ministre et la décision de lancer cette attaque. Ce n'est pas la première fois que des éléments du Hezbollah et des Iraniens sont impliqués dans cette région. Et donc le timing ici, il est très intéressant, Cyril. Mais il faut savoir, comme l'a dit Emmanuel Navon, pour le Hezbollah, il y a toute une série de calculs à faire. Le dossier nucléaire iranien, le fait que l'armée syrienne est dans pas mal de pistes en Syrie, ont pris la devance et il ne faut pas faire intervenir Israël pour arrêter ces progrès de l'armée syrienne. Et encore, les fronts à l'intérieur du Liban, il y a une bataille très dure dans le nord du Liban que le Hezbollah ne veut pas pour le moment voir une armée israélienne qui intervienne et qui arrête l'effort militaire du Hezbollah. Et dans cette série de priorités, à mon avis, malgré le fait que c'était un coup très dur que le Hezbollah a encaissé hier, Israël ne vient pas à la tête de ces priorités du Hezbollah. N'empêche, ceci dit, le Hezbollah va marquer encore cette attaque, cette 6e ou 7e attaque. Hier déjà, on a vu quelques
tentative de Hezbollah de riposter d'une façon très locale dans les frontières avec la Syrie, mais je ne vois pas la situation exploser sans que le Hezbollah ait le feu vert des Syriens et des Iraniens. Et ce n'est pas seulement les Syriens et les Iraniens, il faut penser aussi aux Russes qui sont très impliqués sur la scène syrienne. Emmanuel Von, cette décision, elle aurait été mue par des considérations électoralistes. Ça vous paraît crédible comme thèse? À chaque fois qu'il y a une opération militaire de ce genre, cette affirmation surgit. Ce n'est pas la première fois. Que l'on soit d'ailleurs en période électorale ou pas, même quand on n'est pas en période électorale, on entend toujours ce genre d'affirmation surgir, à savoir accuser le gouvernement d'utiliser la situation sécuritaire à des fins soit électorales, soit politiques. Je pense que, comme je le dis toujours, ce genre d'affirmation est tout simplement cynique. On imagine mal comment un gouvernement responsable pourrait prendre le risque d'une escalade uniquement pour des raisons électorales. Et encore une fois, c'est vrai, comme l'a dit Ali Yoav Gallant, a suggéré cette idée hier. Il s'est très rapidement remettre à sa place par les autres hommes politiques et femmes politiques qui sont également en campagne, en lui suggérant d'avoir un peu plus d'expérience en termes de politique et de communication afin de faire ce genre de déclaration irresponsable. Ali Waken, une dernière question. Hassan Nasrallah a fait un discours très, très belliqueux. Jeudi dernier, il a annoncé que son mouvement possédait des dizaines de milliers de missiles iraniens capables de couvrir tout le territoire israélien. Pourquoi avoir choisi ce moment pour faire un discours aussi belliqueux? C'est quoi cette démonstration de force? Comment vous l'expliquez? Je l'explique par le fait que le Hezbollah est au centre d'une campagne qui critique l'organisation chiite d'une façon très violente dans le monde arabe, notamment bien sûr au Liban. Le Hezbollah qui est accusé d'avoir tourné ses armes contre d'autres acteurs arabes, musulmans, sunnites, etc. et d'avoir négligé la scène israélienne. Mais c'est aussi parce que selon certaines informations, il y avait des informations des services secrets russes qui anticipaient des raids israéliens dans les semaines à venir, surtout avant les élections en Israël, mais parce qu'il y a pas mal d'informations qui disent qu'il y avait des missiles S-300 et des missiles iraniens qui ont finalement trouvé leur chemin vers le Liban et vers le Golan. Et il faut faire attention à ce que pour la première fois ces derniers jours, on entend les plateaux, la partie syrienne des plateaux du Golan comme piste éventuelle d'une confrontation entre la Syrie et Israël, entre le Hezbollah et entre Israël. Dans le plan de travail de l'armée syrienne, dans les semaines à venir, une contre-offensive très dure devait être lancée contre le front d'Al-Nusra et les petits-fils du prophète Ahfad al-Rasoul qui occupent cette partie de la ville de Quneitra, la partie frontalière avec israélienne. Et selon eux, une attaque israélienne devait arrêter ce plan des Syriens et du Hezbollah. Merci à tous les deux. On va prendre maintenant la direction de l'Europe. La police belge a mené jeudi dernier, vous le savez, une vaste opération contre un groupe de djihadistes de retour de Syrie qui s'apprêtait à mener un attentat d'envergure. Plus généralement, le vieux continent semble être déterminé à faire la chasse aux terroristes. Le récit de Maxime Pérez. 9 personnes étaient toujours en garde à vue ce dimanche dans l'enquête sur les attentats de Paris menés il y a une dizaine de jours. Des suspects arrêtés dans la nuit de jeudi à vendredi en région parisienne pour être interrogés sur le soutien logistique qu'ils sont susceptibles d'avoir apporté à Hamedi Koulibaly, auteur de la prise d'otage sanglante contre l'hypercachère de Port-de-Vincennes le 9 janvier. Pendant ce temps, en Belgique, le parquet a démenti que les arrestations de 4 suspects à Athènes ce week-end soient liées au réseau djihadiste démantelé dans la ville de Verviers jeudi soir. Pourtant, la police antiterroriste grecque avait transmis ADN et empreintes digitales aux autorités belges pour vérifier si Abdelhamid Abaoud, présenté comme le chef de cette cellule, figurait parmi les interpellés. À cette heure, il serait toujours en fuite. Et c'est dans ce contexte de coopération antiterroriste renforcée que l'Italie a annoncé avoir expulsé en décembre dernier 9 étrangers, djihadistes présumés. En outre, elle disposerait d'une liste d'une centaine d'autres personnes considérées comme proches de la mouvance radicale. Face à cette menace qui semble de plus en plus se préciser sur le sol européen, en Allemagne, le mouvement anti-islam Pegida a annulé le grand rassemblement qui devait se tenir lundi soir dans les rues de Dresde. Officiellement,
Des risques d'attentats et des menaces sont invoqués pour justifier cette décision. Et comme pour montrer qu'ils seront les derniers à céder à la peur, les sympathisants de l'organisation Pegida ont annoncé qu'ils mettront un drapeau allemand et une bougie à leurs fenêtres. Et on va rejoindre tout de suite par téléphone Simon Petermann, spécialiste du terrorisme et contre-terrorisme à l'Université libre de Bruxelles. Bonjour. Où en est-on de la traque du cerveau des attentats déjoués en Belgique la semaine dernière ? Mais écoutez, rien n'est sûr. Apparemment, il y a une piste en Grèce. Maintenant, il faut attendre évidemment que tout cela soit confirmé par les services de sécurité. Mais apparemment, la coopération policière fonctionne, disons, de manière satisfaisante. Alors on le sait, Simon Petermann, la Belgique abrite sur son territoire des sites sensibles, tels que le siège de l'OTAN, mais également les institutions européennes. Est-ce que ça fait de votre pays une cible privilégiée pour les djihadistes ? Écoutez, oui et non, c'est difficile à dire parce que je ne pense pas que ce soit des cibles privilégiées pour les djihadistes. Comme on l'a vu en France récemment, en Belgique aussi, avec la tuerie du musée juif de Bruxelles, ce sont des sites qui sont particulièrement protégés, n'est-ce pas ? Le siège de l'OTAN, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit là les cibles les plus privilégiées par les djihadistes. Je pense qu'il y a d'autres cibles comme par exemple les écoles juives ou d'autres institutions qui sont sans doute plus vulnérables. Simon Petermann, comment vous expliquez que la Belgique compte proportionnellement le plus grand nombre de djihadistes sur son territoire ? Écoutez, ça c'est effectivement une question que l'on peut se poser. Je ne sais pas si la Belgique possède le plus grand nombre de djihadistes. En tout cas, proportionnellement par rapport à la France ou par rapport à l'Allemagne, il semblerait, et les chiffres, vous savez, sont difficiles à confirmer toujours, mais il semblerait quand même que proportionnellement, un certain nombre de djihadistes soient partis ou soient revenus sur le territoire. Mais c'est le cas des 2 djihadistes qui ont été neutralisés par la police belge à Verviers, dont on ne savait pas très bien. Il faut aussi préciser, vous savez, que des enquêtes sont en cours depuis longtemps, depuis des semaines, depuis des mois, que des réseaux ont été démantelés. Donc la police belge fait son travail en collaboration avec d'autres polices européennes ou avec d'autres services de renseignement. Maintenant, comme vous l'avez précisé, le fait que l'Office de coordination et d'analyse de la menace qu'on appelle l'OCAM ait relevé le niveau d'alerte de 2 à 3 sur une échelle de 4 montre que quand même la menace d'attentat était imminente. Simon Petermann, merci beaucoup d'être intervenu sur notre chaîne. On rappelle que vous êtes spécialiste du terrorisme et du contre-terrorisme. Merci. Emmanuel Navon, vous avez récemment signé une tribune sur notre site appelant les Juifs de France à quitter la France avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe est en train de se réveiller ? Est-ce qu'elle est déterminée à se battre contre le terrorisme ? C'est la question. La raison pour laquelle j'ai écrit cette tribune, c'est parce que je pense que les Juifs n'ont pas le luxe d'attendre de voir si l'Europe et la France en particulier vont se battre ou pas. Et on voit aujourd'hui, en particulier depuis ces dernières années en France, qu'il y a des antécédents, des attentats qui se répètent. Il y a eu d'abord, bien entendu, le meurtre de Ilan Halimi en 2006, puis la tuerie de Toulouse en 2012. Il y a ensuite l'attentat de Bruxelles, du musée juif de Bruxelles en 2013. Donc il y a là une tendance qui se répète. On voit également que les gouvernements, en dépit de leur volonté et leur bonne foi de protéger les communautés juives, n'ont pas un véritable contrôle sur ces cellules djihadistes sur leur territoire. Alors c'est vrai qu'on voit maintenant une espèce de réveil, une coordination entre les divers gouvernements européens pour essayer de contrôler ou de mettre fin à cette menace djihadiste. Mais je doute véritablement de la capacité
des gouvernements européens de mettre fin à cette menace. Et quand on voit, on l'a vu sur vos images, des communautés juives qui sont entourées de soldats, où il y a aujourd'hui dans des synagogues et des écoles en France des soldats qui sont dans les écoles, dans les cours de récréation, dans les synagogues, je ne vois pas comment les juifs peuvent vivre dans de telles conditions en Europe et en France en particulier. Ali, l'Europe, c'est une priorité pour les djihadistes ? Je ne sais pas si l'Europe est une priorité pour le djihadisme, mais je sais très bien que les djihadistes sont très nombreux à être en Europe et donc ça tente de vouloir opérer sur l'Europe, surtout quand l'Europe est impliquée dans les guerres contre les djihadistes, soit en Syrie, soit en Irak, soit au Mali et ailleurs. Et le fait que les réseaux sociaux des djihadistes parlent du fait qu'il faut s'attaquer, il faut lancer une contre-offensive contre ces croisades menées par les Européens dans la terre de l'islam au Moyen-Orient. Et à mon avis, contrairement à ce que dit Emmanuel Navon, c'est plus qu'un réveil de la part des Européens. Les Européens ont compris ces derniers jours qu'ils ont flirté avec certains groupes djihadistes pour essayer d'affaiblir le régime de Bachar Assad. Et il y a une vraie pensée auprès des Européens. C'est pour cela les Européens commencent peut-être à penser que le fait que le régime de Bachar Assad pourrait continuer à être un acteur dans la scène internationale, même dans les années à venir, c'est un changement, j'ose dire même dramatique dans la pensée, dans la stratégie européenne de cette région, que le régime de Bachar Assad, qui était le plus contesté par l'Europe qui a été mobilisée pour affaiblir, peut-être, voire faire disparaître le régime de Bachar Assad de la scène régionale du Moyen-Orient, commence à comprendre qu'il faut coexister avec ce régime, il faut concentrer la lutte contre les djihadistes qui sont le premier risque à la sécurité européenne. Il y a une coordination entre des services secrets arabes et des services secrets européens sans précédent ces dernières semaines. Des djihadistes français, belges, etc., qui ont été en Égypte, qui ont été en Jordanie, qui ont été en Tunisie, figurent sur des listes de services secrets européens, sont appelés à des enquêtes et à des investigations. Et à mon avis, les Européens ont compris que les menaces qui ont circulé dans les réseaux sociaux et dans les déclarations des chefs de l'État islamique, comme quoi la guerre va être aussi transportée sur le sol européen, n'est plus une menace, mais c'est devenu la réalité. Ali Waked, Emmanuel Navon, Maurice Ifergan, merci à tous les trois. Après un nouveau journal, on évoquera les réactions du monde musulman au nouveau numéro de Charlie Hebdo et cette polémique qui enfle autour de l'adhésion des Palestiniens au tribunal de La Haye. Ne bougez pas, on revient dans une dizaine de minutes. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur le plateau du Morning, nous a rejoint sur ce plateau Amir Badran. Vous êtes avocat, bonjour à vous. Bonjour. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Vous êtes resté avec nous. Le monde musulman refuse toujours de décolérer au lendemain des nouvelles caricatures de Mahomet parues dans le dernier numéro de Charlie Hebdo. De nouvelles manifestations sont attendues aujourd'hui, notamment en Iran et ce week-end au Pakistan, au Niger, mais également dans la bande de Gaza. Eh bien, des églises et des symboles français ont été pris pour cible, le récit de Myri Maman. Au Pakistan, la mobilisation ne faiblit pas. Des milliers de personnes ont défilé ce dimanche dans les rues de Lahore, Peshawar et Karachi. Des manifestants qui dénoncent une atteinte à l'honneur de Mahomet et qui se disent prêts à sacrifier leur vie pour le prophète. Dans les discours, les responsables religieux ont proféré des menaces à peine voilées. En manifestant, nous ne remplissons pas uniquement notre devoir religieux. Nous attirons également l'attention des dirigeants de la nation musulmane. Nous voulons aussi dire à l'Occident, à l'Europe et à l'Amérique que si vous déshonorez notre prophète, si vous le caricaturez ou si vous soutenez les dessinateurs, nous nous réservons le droit d'y répondre par tous les moyens possibles. Pas de débordement au cours de ces manifestations, mais des drapeaux français brûlés ainsi que des poupées à l'effigie du président français. Au Niger, après 2 jours de violence, un calme tendu semble s'être installé. 300 personnes ont tenté de manifester ce dimanche matin, non contre Charlie Hebdo, mais bien contre le pouvoir en place. La manifestation a rapidement été dispersée par les policiers, nombreux. Les autorités échaudées par les violences de cette fin de semaine avaient interdit tout rassemblement.
Depuis vendredi, 10 personnes ont été tuées dans des manifestations anti-Charlie au Niger. Une douzaine d'églises et de commerces à consonance française ou appartenant à des chrétiens ont été incendiés. Colère également au Yémen. À Gaza, la façade de l'Institut français a été taguée dans la nuit de vendredi à samedi. Des inscriptions promettant l'enfer aux journalistes de Charlie Hebdo. Les forces palestiniennes ont été déployées autour du bâtiment afin d'éviter tout incident. En Iran, une manifestation est prévue demain devant l'ambassade de France à Téhéran. Un rassemblement à l'appel des étudiants islamistes et à laquelle participeront notamment des députés iraniens. Amir Badran, je me tourne vers vous. Dimanche dernier, tous les dirigeants du monde arabo-musulman étaient tous Charlie à Paris. Aujourd'hui, ils ne le sont plus puisqu'il faut interdire l'apparition de Charlie Hebdo dans leur pays. Comment on explique cette schizophrénie ? Je ne pense pas que c'est une schizophrénie, mais je pense qu'en face de ce grand « Je suis Charlie » est né aussi un grand « Je suis Ahmed ». C'est-à-dire une énorme masse de Français, de Belges et d'autres pays d'origine arabe trouvent la nécessité de rappeler au monde que le policier qui a été tué lors de l'attaque sur Charlie Hebdo était un policier arabe qui était en train de défendre en fait justement les gens qui étaient au nom de la liberté de presse, et de même que l'employé du magasin au magasin Cacher était aussi un arabe qui, par son action de cacher les juifs et les autres clients qui étaient dans le magasin, a pu sauver leur vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train d'attaquer l'islam. C'est pas, il faut comprendre que ce gens-là, appartenant à une certaine folie, qui pensent parler au nom de l'islam, ceci n'est pas l'islam, ceci ne représente pas l'islam. Ceci dit, il faut comprendre qu'il existe des limites à la liberté d'expression, il existe des limites à la liberté de presse. Et ça, on a pu le retrouver récemment même, quand on a écouté le message qu'a lancé le pape tout récemment en disant voilà, c'est pas une liberté sans limite. Même la liberté de presse, même la liberté de parole, elle a une limite, et cette limite-là se termine là où elle commence à toucher, à atteindre une autre religion. Et en fait, là, ce qu'on est en train de voir, on est en train de voir le monde arabe, le monde islamique qui se lève contre ça, parce qu'on a 1,3 milliard de musulmans dans le monde qui, eux, effectivement, comme ils le disent, ils sont prêts à donner leur vie pour qu'on ne touche pas, on n'atteint pas à la dignité, à la croyance et à la foi et religieuse musulmane et à celui de Mohamed. Emmanuel Navon, vous êtes un homme de foi. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse en même temps condamner la barbarie d'une part et dans un même souffle appeler à la responsabilité, à la sagesse, à l'autocensure peut-être ? Écoutez, il y a deux choses. D'abord, on voit dans votre reportage qu'il y a un mouvement très large dans le monde musulman qui s'identifie avec ceux qui ont tué les journalistes de Charlie Hebdo, qui brûlent des effigies de François Hollande, qui condamnent finalement la liberté de la presse. Il y a là un mouvement populaire très large autour du monde musulman. En ce qui concerne la liberté d'expression, oui, je pense que la liberté d'expression doit être totale, sauf quand il y a incitation au meurtre ou à la haine. La véritable ligne rouge, c'est l'incitation. Mais la liberté d'expression, cela inclut la liberté d'offenser. Oui. Et parce qu'on entend en France, par exemple, la politique du deux poids, deux mesures. On a évoqué par exemple Dieudonné et l'interdiction de leur spectacle, etc. Pour vous, c'est différent donc ? Je pense, comme je l'ai dit, que la ligne rouge, c'est l'incitation à la haine. Je pense que Dieudonné a le droit de tenir même des propos antisémites. Oui, cela aussi fait partie de la liberté d'expression, je le dis clairement. On a le droit de tenir des propos anti-islamistes, même si ça ne me plaît pas, même si je pense que c'est de mauvais goût, c'est inapproprié, mais cela fait partie de la liberté d'expression. La véritable ligne rouge, c'est l'incitation. L'incitation à la haine ou l'incitation au meurtre. Mais le droit d'offenser, cela fait partie également de la liberté d'expression, que ce soit Dieudonné qui tient des propos antisémites, ou que ce soit Charlie Hebdo qui font des caricatures de mauvais goût sur l'islam. Il faut bien le dire. Alors, Emmanuel Navon et Amir Badran, les dessins de Charlie Hebdo ne font pas l'unanimité dans le monde arabo-musulman, certainement pas, mais dans les pays européens également, à commencer par la Grande-Bretagne. Je vous propose de regarder cet extrait. C'était mercredi dernier, jour de la parution du nouveau numéro de Charlie Hebdo. Caroline Fourest, qui est une ancienne chroniqueuse de Charlie Hebdo, est interviewée sur la chaîne de télévision britannique Sky News. Je vous propose de regarder. Which is completely crazy.
that in UK you cannot show a simple drawing as that. With Mohammed, here at Sky News, we've chosen not to show that cover, so we would appreciate Caroline not showing that. I do apologise for any of our viewers who may have been offended by that. As you know, here in Sky News, we've taken the editorial decision not to feature the cover of Charlie Hebdo. Emmanuel Von, votre réaction? Je pense que l'Angleterre est devenue un pays d'immis. L'Angleterre n'a plus la liberté d'expression. Si en Angleterre, dans un pays libre, on n'ose pas montrer des caricatures simplement parce qu'ils ont peur de la réaction de la rue, on voit la réaction de la rue. C'est ce qu'on appelle une mentalité de dhimmi, c'est de soumission à l'islam. Et je crois que là, les pays européens ont le choix entre se battre pour leurs principes ou se soumettre à ces menaces. Alors en France aussi, les avis ne semblent pas aussi tranchés. Regardez plutôt ce sondage qui est paru hier dans le journal du dimanche. Certains musulmans pratiquants se sentent blessés ou agressés par la publication de caricatures du prophète Mahomet. Selon vous, voilà, c'est la question qu'on a posée aux Français, selon vous, faut-il tenir compte de ces réactions et éviter de publier ce type de caricature? 42% ont répondu par la positive. Ne pas tenir compte de ces réactions et continuer de publier 57% de ce type de caricature. Oui, pour 57% de Français, ne se prononce pas un seul pourcent. Ça vous paraît un chiffre raisonnable, ça? 42% de Français qui estiment qu'il faut éviter de publier ce type de caricature? Je pense que c'est un chiffre raisonnable. Ça évoque un peu comment est-ce que les choses sont tranchées. Ce n'est pas ni noir ni blanc. Et la question est beaucoup plus compliquée que de dire oui, je suis pour la liberté de presse en tant que ça n'incite pas à l'atteinte à d'autres, parce que ceci peut être très bien être expliqué d'une part et d'autre et laisser les choses sans un vrai résultat. Ce qu'on a pu remarquer du monde européen et d'une grande majorité du peuple français dans ce sondage, c'est qu'en fait les gens comprennent qu'il ne s'agit pas d'être juste, il s'agit d'être logique et savoir comment facer ces choses-là, envisager les choses-là pour en sortir le mieux. Je pense que quand on respecte une autre religion, peu importe laquelle, que ce soit musulmane, que ce soit juif ou que ce soit chrétienne, je pense qu'il y a des limites qu'il ne faut pas atteindre parce que ceci est dans la foi des gens et avec la foi des gens, c'est difficile d'expliquer et de commenter. Merci, messieurs. Je vous le disais en titre, la Cour pénale internationale a décidé d'ouvrir un examen préliminaire sur des crimes de guerre supposés commis depuis l'été dans les territoires palestiniens. Une première étape d'une procédure qui pourrait aboutir à l'inculpation d'Israéliens ou de Palestiniens. Les explications de Léa Berdugo. Des huées et même des œufs pour accueillir le ministre canadien des Affaires étrangères. À Ramallah, John Baird ne semble pas le bienvenu puisqu'il représente un pays considéré comme l'un des plus forts soutiens d'Israël. Car entre Ramallah et Ottawa, les antécédents sont lourds. En 2012, le Canada s'était opposé à l'accession de la Palestine au statut d'État observateur aux Nations Unies. Dernière friction en date, une passe d'armes entre le chef des négociateurs palestiniens, Saeb Erekat, et le ministre canadien. Ce dernier a exigé qu'Erekat présente ses excuses à Israël pour l'avoir comparé à l'organisation de l'État islamique. Mais pour le négociateur palestinien, c'est John Baird qui doit s'excuser auprès du peuple palestinien pour s'être placé du mauvais côté de l'histoire. À Jérusalem, le ton est bien différent. Aux côtés du ministre des Affaires étrangères israélien, Avigdor Lieberman, le ministre canadien a réaffirmé la forte amitié entre les deux nations. Les deux ministres ont en outre signé une série d'accords diplomatiques et commerciaux. Dans un discours improvisé devant les journalistes, le ministre canadien a une nouvelle fois rappelé l'opposition de son gouvernement à une action unilatérale des Palestiniens. Je ne fais que rappeler la position du gouvernement canadien qui estime que ces actions n'aident pas. Nous avons évidemment des réflexions complémentaires. Nous travaillons avec nos amis et avec nos alliés afin de voir quelles futures actions nous pouvons engager. Nous pensons qu'un État ne peut être que le fruit de négociations et d'un accord de paix. Ces mots auraient pu sortir de la bouche de Benyamin Netanyahou. Vendredi dernier, la Cour pénale internationale a décidé d'ouvrir un examen préliminaire sur des crimes de guerre présumés en territoire palestinien. Le Premier ministre israélien a de nouveau condamné cette décision.
La décision des procureurs de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête contre Israël est un record d'hypocrisie et le contraire même de la justice. Cela légitime le terrorisme international. Nous nous battrons avec toutes les ressources dont nous disposons et nous en trouverons d'autres pour combattre cette absurdité. Du côté des Palestiniens, cette décision de la CPI est saluée unanimement. Nous pensons que c'est une étape très importante, bien que modeste, parce que pour la première fois depuis sa création, Israël va pouvoir être jugé responsable, notamment devant la justice, des violations des droits des Palestiniens et du droit international. Les Palestiniens deviendront officiellement membres de la Cour pénale internationale le 1er avril prochain. Emmanuel Lavon, cet examen préliminaire, il porte sur des crimes commis depuis le 13 juin 2014. C'est exactement la date qui coïncide avec l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens. Pourquoi, selon vous, Israël doit être plus inquiet que les Palestiniens ? Israël ne doit pas être plus inquiet que les Palestiniens. Vous avez parlé de crimes, c'est ce qu'affirme l'OLP. Il n'y a pas de crime. Israël n'a fait que se défendre contre 2 organisations terroristes que sont le Hamas et l'OLP. Israël s'est défendu selon les critères du droit de la guerre, du droit international. Et nous avons en face de nous 2 organisations terroristes qui vont à une cour internationale pénale pour essayer de faire passer le combat sur le terrain diplomatique. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ne s'étaient pas joints à la Cour pénale internationale, puisque dès sa création au début des années 2000, il y avait un doute sur sa politisation, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une institution purement juridique, c'est une institution politique qui a été récupérée, qui l'est aujourd'hui, on le voit très bien. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ne s'étaient pas joints. Israël non plus, n'a pas. Bien entendu, parce que c'est une institution qui est devenue politisée, qui est utilisée, qui est manipulée par des organisations et par certains pays et par des organisations également terroristes pour mener leur combat sur le terrain diplomatique. Mais je pense qu'Israël devrait être là plus proactif et justement collaborer avec la CPI, éventuellement même se joindre à la CPI et poursuivre en justice ces 2 organisations terroristes que sont le Hamas et l'OLP pour leurs crimes de guerre contre des citoyens israéliens, mais également contre des citoyens palestiniens, puisqu'ils se servent d'eux comme boucliers. Et ils tirent sciemment vers des cibles civiles israéliennes. Alors que Israël, comme je l'ai dit, s'est mené dans la dernière guerre à Gaza selon le droit de la guerre, en ne visant pas des cibles civiles et en toujours prévenant les civils avant. Donc je pense qu'au contraire, il faudrait y aller pour que là, on mette sur le banc des accusés les véritables terroristes. Mahmoud Abbas, Amir Badran, est-ce que Mahmoud Abbas n'est pas en train de brûler tous les ponts avec Israël ? Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin dans cette surenchère diplomatique ? Vous pensez qu'il y a c'est un point de non-retour là ? Non, je ne pense pas que ceci est le cas. Je pense que plutôt il faut insister sur deux points que Emmanuel a évoqués là. Le premier, c'est qu'il ne s'agit pas de l'OLP et de Hamas, il ne s'agit pas de 2 organisations terroristes. Il s'agit, monsieur, dame, il s'agit d'un État observateur qui a eu ce statut depuis 2012, qui fait partie de l'ONU. Et de ce fait, quand il a ratifié la Convention de Rome, il peut saisir la Cour pénale internationale. Et de ce fait, c'est pour la première fois, c'est un moment historique, qu'il y a la possibilité que la Cour pénale internationale, la CPI, elle se déclare compétente et elle va vraiment sur les fonds des choses pour enquêter. Et c'est pour ça d'ailleurs, dont on a écouté dans le reportage tout à l'heure, qu'en fait un examen préliminaire a été déjà entamé et une procédure va être énoncée. Il faut rappeler 2200 morts aux côtés palestiniens. On parlera avec Betsabé Salem d'un autre hommage discret, celui de très nombreux jeunes parents. Bienvenue à tous sur le plateau du Morning. Si vous nous rejoignez, on va reprendre tout de suite la direction de la frontière israélo-syrienne où nous attend notre envoyé spécial, Mathias Imbar. Mathias, bonjour. Alors à l'heure actuelle, est-ce que l'armée israélienne a oui ou non revendiqué le raid d'hier ?
Bonjour Cyril, non, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, l'armée israélienne ne commente pas cette publication. D'ailleurs, le porte-parole de l'armée israélienne se contentait d'une déclaration hier très laconique. Nous ne commentons pas et n'expliquons pas les dires de la presse étrangère. Certes, Moshe Yaalon, comme je vous le disais tout à l'heure, le ministre de la Défense, a ironisé sur le fait que Hassan Nasrallah disait qu'il n'y avait pas de présence du Hezbollah sur cette partie du Golan syrien. Et si, effectivement, se posait-il la question s'il y avait des éléments du Hezbollah morts hier dans cette région, le secrétaire général du Hezbollah devrait expliquer la situation. En attendant, c'est important de décortiquer cette présence et qui il y avait à l'intérieur de ce convoi, ou alors ou s'il se trouvait dans des habitations. On devrait le savoir d'ailleurs prochainement. À l'intérieur se trouvait le fils d'Iman Mournier, le commandant des forces spéciales du Hezbollah, éliminé en plein cœur de Damas en 2008. Son fils revenait à peine de Téhéran, où il y avait une expérience militaire de la part même du général Soleimani, le commandant des forces des gardiens de la Révolution. Et d'ailleurs, il se murmure qu'il y avait à l'intérieur de ce convoi, en tout cas des cibles frappées hier, des éléments, des cadres même des gardiens de la Révolution. C'est dire donc que cette présence de Djihad Mournier était directement liée à la stratégie iranienne. On le sait, le Hezbollah est impliqué dans la guerre fratricide que se mêle l'armée syrienne et toutes sortes de rebelles d'Al-Qaïda à l'État islamique. Et donc cela pourrait expliquer le fait que les éléments du Hezbollah se soient plus portés vers peut-être cette région, la frontière israélo-syrienne, selon des sources non confirmées, non officielles de l'appareil sécuritaire israélien. Djihad Mournier et ces éléments des gardiens de la Révolution étaient en route pour commettre ou pour analyser, planifier des attentats de grande envergure sur la frontière israélienne. Merci Mathias Imbar en direct de la frontière israélo-syrienne. Et c'est dans ce contexte justement que les négociations sur le nucléaire iranien ont repris ce dimanche à Genève. La République islamique et le groupe des 5+1 se sont donnés jusqu'à la fin du mois de juin pour trouver un accord définitif. On va prendre au bout du fil Ramin Parham. Bonjour, vous êtes écrivain iranien, auteur notamment de Iran-Israël, jeu de guerre aux éditions Dow, et vous intervenez régulièrement sur notre antenne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Que pouvait-on espérer, Ramin Parham, de ce nouveau cycle de négociations? Écoutez, d'ici le mois de février, même si le mois de février n'est pas loin, en Iran, il peut se passer beaucoup de choses. Mais à défaut, je ne pense pas qu'on puisse espérer grand-chose de ces négociations comme par le passé, parce que la décision stratégique ne sera pas prise à Vienne ni à Genève, mais à Téhéran, parce que c'est une décision qui dépasse très largement le cadre du nucléaire maintenant, et qui est, on peut dire, d'une certaine manière liée avec la continuation de la République islamique d'Iran. C'est donc une décision vraiment stratégique, et elle sera prise à Téhéran et pas à Genève. Alors justement, on se rapproche de la date butoir, la fin du mois de juin. Selon vous, les partis vont-elles infléchir leur position d'ici là? Je ne pense pas qu'il y ait inflexion de la position des grandes puissances sur le nucléaire iranien. Je ne pense pas que, par exemple, à Washington, il y ait beaucoup d'enthousiasme pour une inflexion. Je ne pense pas que non plus la position française sur la question qui a été que l'on connaît depuis le début soit prête à être infléchie, mais parce que pour la simple raison que la République islamique d'Iran, le régime iranien, est celui qui est en position de faiblesse, totalement exsangue par la baisse du prix du pétrole, totalement sous pression par l'opinion publique à l'intérieur de l'Iran, et bien d'autres facteurs. Donc c'est le régime iranien qui se trouve en position de faiblesse, c'est le régime iranien qui doit prendre la décision stratégique sur ce dossier. Donc je ne pense pas qu'il y ait inflexion, non.
Merci beaucoup Ramin Parham, je rappelle que vous êtes écrivain iranien. Merci à vous. En Israël, les communautés vivent souvent côte à côte mais sans jamais vraiment se mélanger. Toutefois, à l'hôpital de Neharia, des patients de toute origine se rencontrent, traités par des équipes médicales, elles aussi issues de toutes les communautés. En Galilée, la diversité au cœur de l'hôpital. C'est un reportage de Marie-François Lantieri. Nous sommes à Neharia, à 10 km de la frontière libanaise et à une cinquantaine de kilomètres de la Syrie. Les villages arabes et druzes jouxtent les kibboutz et les petites localités de la région. Comment les conflits entre certaines communautés ou entre certains pays voisins se font-ils ressentir à l'hôpital ? Quatre personnes vont nous servir de guide dans cette enquête. Le docteur Massad Baroum. Il dirige l'hôpital. C'est le seul arabe chrétien à un tel poste clé. Il a accepté de nous ouvrir le service des urgences de son hôpital. Nous y sommes accueillis par 3 soignants issus des différentes communautés qui habitent la région. Noa Al-Bader, jeune infirmière druze. Ifat Ganon, jeune infirmière juive. Mais aussi Aryeh Eisenman, le docteur juif qui dirige le service des urgences. L'équipe de jour prend son service. Dans les box, un défilé de malades venus de tous horizons. C'est une population diverse. Ça veut dire qu'on doit traiter la personne en tenant compte de son origine, de sa situation. C'est complètement différent parce que toutes les cultures envisagent les choses de façon différente. Venez voir sa radio. Même quand je dis bonjour à quelqu'un, à un patient, je reçois déjà quelques bribes d'informations. S'il peut me parler ou pas, s'il est à l'aise ou pas. Donc on essaye de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Les docteurs, arabes ou non, ce sont des hommes bien. Ils savent comment parler, ils savent tout. Tous les docteurs arabes parlent hébreu. Mais si vous avez un malade arabe, il parle arabe avec lui. Dans cet hôpital, les arabes, les chrétiens, les juifs sont tous ensemble. J'étais dans une chambre avec 3 arabes. On était comme des amis. On est malade, donc on doit être amis. Quand on a franchi la porte de cet hôpital, on cesse d'être arabe, juif ou autre. On est seulement soignant et malade. Nous traitons les gens. Nous sommes des personnes pour d'autres personnes. Nous donnons des médicaments aux gens. Nous ne faisons pas de politique. Nous avons la paix ici. Nous n'avons pas de problème. Vraiment, on pratique la paix tous les jours. Et l'on soigne également les combattants des pays ennemis. Au bureau central, le téléphone rouge qui relie l'hôpital au service de l'armée retentit. Un combattant syrien grièvement blessé va arriver de la frontière, transporté par une ambulance militaire. Nous n'aurons pas le droit de le filmer. Il va être admis dans le service de neurochirurgie. Ce service a accueilli plus de 400 Syriens en 6 mois. Mahmoud, combattant de 19 ans, y est hospitalisé depuis plusieurs semaines. Il a été blessé à la tête lors d'un bombardement et a reçu plusieurs balles dans les membres. J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à entrer dans ce pays, à y être soigné. Donc oui, cela m'a un peu surpris. J'espère que ces gens-là qui repartent, au moins, témoigneront qu'on n'est pas des monstres et que c'est toujours bon. De toute façon. Maintenant, je crois que, moi, vous savez, je suis médecin. Je veux dire, à 2h du matin au bloc opératoire, et si j'avais des questions à me poser sur la personne que je suis en train d'opérer, ça me prouve que j'ai rien à faire au bloc opératoire. Je ne suis pas à ma place. Et chaque fois que on arrive à sauver quelqu'un, c'est toujours ça de gagner.
Et c'est donc un reportage qui sera diffusé ce soir immédiatement après le Grand Direct, une émission reportage présentée par Stéphane Calvo. Et c'est l'heure des 5 clics de Bethsabée Salem. Bonjour Cyril, comment ça va? Bien. Je crois qu'on va commencer par les attaques de Boko Haram dans le nord du Cameroun. Oui, tout à fait. Des combattants du groupe nigérian Boko Haram ont incendié les concessions de 2 villages au nord du Cameroun et seraient repartis avec une 60aine de personnes, des femmes et des enfants en majorité, nous dit Le Monde qui reprend une dépêche AFP. Il faut savoir que les incursions de Boko Haram dans ce secteur sont devenues vraiment récurrentes, Cyril, mais là il s'agit du plus grand rapt perpétré par les islamistes, sans compter que plusieurs personnes auraient été tuées. Alors CNN nous propose cette question sur la secte, cette question qui vaille la peine d'être posée, nous dit le site, rappelant que Boko Haram utilise par exemple des enfants âgés parfois même de 10 ans pour commettre des attentats. Et cette question notamment, que disent ces dernières attaques sur la stratégie de Boko Haram? Eh bien en fait, elles n'ont rien de stratégique. Elles montrent juste que d'une part, Boko Haram a les moyens sur le plan militaire de les commettre et qu'ensuite, surtout, ces combattants ne sont pas le cerveau du mouvement. Conséquence, on ne sait pas du tout jusqu'où ça peut aller. Et en Iran, un quotidien a été interdit pour avoir titré « Je suis Charlie ». Exactement. Alors regardez RFI qui nous rapporte cette nouvelle. Un quotidien réformateur, Mardom et Emrouz, a publié en une et gros titre George Clooney. Jusque-là, tout va bien, sauf que le slogan qui l'accompagnait, c'était « Je suis Charlie », puisque l'acteur américain, qui est très aimé en Iran, avait prononcé cette phrase lors des cérémonies des Golden Globes. Alors, ça n'est pas passé. En Iran, la sentence ne s'est pas faite attendre et la justice iranienne a ordonné l'interdiction du journal. Et figurez-vous, Cyril, qu'en France aussi, on aimerait bien instaurer quelques limites apparemment à la liberté d'expression. Je pense que vous en avez parlé un petit peu plus tôt. C'est ce qui ressort de ce sondage du JDD qui a été repris notamment par le Figaro aujourd'hui, se demandant d'ailleurs si les Français seraient devenus schizophrènes. En effet, selon ce sondage, une personne sur 2 est pour une limitation de la liberté d'expression sur Internet. Et puis, Bethsabée, le phénomène Charlie a de nouvelles ramifications, cette fois-ci dans les maternités. Exactement. Charlie se glisserait dans les maternités, ce que nous dit le Parisien. Depuis le 7 janvier, depuis donc cette attaque terrible des journalistes de Charlie Hebdo, de jeunes parents, sans pour autant prénommer leur bébé Charlie, inscrivent ce prénom dans la liste des prénoms qu'ils choisissent pour le bébé. Alors, le quotidien de la capitale de relever qu'ainsi ils marquent à leur façon leur attachement aux valeurs républicaines. Un hommage discret, mais cela dit, un éloge citoyen, écrit le Parisien. C'est un témoignage d'autant plus touchant qu'il est indélébile, acquiesce un sociologue cité par le Parisien, Baptiste Coulmont. C'est un prénom pour l'instant caché, mais qui pourra ressurgir si l'enfant, plus tard, souhaite l'adopter comme prénom usuel. Peut-être donc une génération de Charlie à venir. C'est joli comme prénom pour un petit garçon, Charlie. Pour une fille même, je pense. Pour une fille aussi? Ouais. Bon. Allez, vous nous parlez à présent du décès de cette actrice égyptienne, Faten Khamama. Oui, alors grande dame, selon l'agence officielle égyptienne MENA, Faten Khamama, c'est une icône du cinéma arabe, insiste encore Jeune Afrique. Elle est décédée donc à l'âge de 83 ans. Elle aurait été victime d'un problème de santé soudain. Alors Faten Khamama avait joué dans une centaine de films, carrément, dont une large panoplie dénonçait, par exemple, les injustices sociales, plaidait pour les droits des femmes, apogée des films dans les années 50, 60, jusqu'aux années 70. Et c'était aussi, accessoirement, l'ex-femme d'Omar Sharif, qu'on ne présente pas, qui, comme le décrit BBC, l'a toujours considéré comme l'unique amour de sa vie, malgré leur divorce en 1974, comme quoi. Allez, on finit avec un dernier clic, Bethsabée Salem, à la veille des soldes d'hiver, des conseils à destination des clubs de foot professionnels. Exactement. Alors, c'est signé Slate en France, qui explique, dans le monde du football, le mercato d'hiver du 1er au 31 janvier peut être comparé aux soldes du mois de janvier. Alors, comment faire de bonnes affaires? Slate présente une liste de trucs et astuces si par hasard vous étiez propriétaire d'un club de foot. Donc, exemple, faire des paris peu coûteux, puisque le principe des soldes, c'est de faire de bonnes affaires pour pas cher, même s'il y a toujours le risque d'être déçu par la qualité de ce nouveau pull que vous avez acheté pour pas grand-chose. Ce pull, qu'est-ce que c'est? Ce sont des joueurs qui n'ont pas le temps de jeu dans leur club ou alors
qui reviennent d'une longue blessure. Donc ça, apparemment, c'est une bonne affaire. Ou encore, autre conseil par Slate, toujours ne pas acheter dans l'urgence. Et oui, là encore, c'est comme les fringues. C'est comme ça que l'année dernière, le FC Nantes s'était manqué, nous dit Slate, avec le transfert d'Itai Schechter, un avant-centre israélien. Apparemment, c'était un mauvais pull. Merci Betsabé Salem pour ces 5 clics. On vous retrouve dès demain matin, évidemment. Avec plaisir. Allez, après un nouveau journal d'Elsa Mimoun, on ouvrira une page politique israélienne avec le journal de campagne de Mireille Mamam et un clip de Binyamin Netanyahou et du Likoud qui fait beaucoup parler de lui. Ne bougez pas, on revient dans une petite dizaine de minutes. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On rejoint sur ce plateau Rudy Saada, bonjour. Bonjour. Et Miri Maman. Et on va commencer avec vous, Miri Maman, avec le journal de campagne, parce que vous le savez, c'est le 17 mars prochain que se tiendront les législatives anticipées en Israël. Et c'est avec vous qu'on ouvre cette page politique. Alors, vous allez nous parler d'un spot de campagne qui fait la polémique. Oui, c'est celui de Binyamin Netanyahou, le Premier ministre sortant, on va dire. Et il crée effectivement, plus que la polémique, carrément une tempête. Il se présente dans ce spot comme un instituteur de classe maternelle et ça donne ça. ילדים תירגעו, אנחנו לא נצליח לעשות כלום היום. איווט, אתה מוכרח ללמוד לחלוק עם הילדים האחרים. כן, הוא אח, הוא אח. יאיר, די לשחק עם זה, אתה הורס את זה. אני תפסתי, אני. זה שלי. יאיר ונפתלי, די לריב על הכיסא. ציפי, די לרוץ ממקום למקום. חבל על הזמן, אי אפשר להמשיך עם גל הילדים הזה. Talent d'acteur, Binyamin Netanyahou. Très bon acteur, oui. Et les enfants aussi, je trouve qu'ils jouent pas mal. On reviendra tout à l'heure sur la polémique autour de l'utilisation des enfants. Maintenant, vous voyez un petit peu pourquoi ça crée une tempête, évidemment, dans la classe politique. Alors, on a vu, par exemple, Avigdor Lieberman qui veut rien partager. On a vu Yair Lapid qui joue avec le boulier compteur, puisqu'il était... ministre des Finances. Voilà. Ou encore Tzipi Livni qui, elle, ne s'arrête pas de bouger, ne trouve pas sa place. Voilà, c'est un petit peu... Et je voulais surtout insister sur l'image de Naftali Bennett dans Naftali Bennett, chef de file du parti sioniste religieux Foyer Juif. Ouais. Voilà, exactement, et qui est aussi censé être un allié de Binyamin Netanyahou, peut-être le seul d'ailleurs dans cette campagne électorale et dans ces élections. Et là, il est attaqué, il est raillé par le Binyamin Netanyahou. Et on va voir ce que le patron justement du Foyer Juif disait il y a quelques jours avant que ce clip ne sorte concernant cette alliance supposée entre le Foyer Juif et le Likoud. תראה, אנחנו לא תוקפים אחד את השני, זה אחד הלקחים מפעם שעברה. כי נתניהו אמר שאין לכם הסכם כזה, אז מי תחליטו? אני לא הדובר שלו, אני אומר את האמת, אני לא... יש הסכם או הסכם? כן, יש. הוא אמר שאין. בסדר, אני לא אתקוף אותו, תשאל אותו, אני לא אתקוף אותו, כי אני חושב שזה טוב, אנחנו צריכים בסוף ממשלה ימנית, שפעם אחת תפסיק את הוויתורים. Donc vous voyez, il y aurait un accord, en tout cas c'est ce que pensait Naftali Bennett. Apparemment, le Premier ministre, lui, n'était pas d'accord, ou en tout cas pas au courant. Et voici dans une autre interview ce que disait Naftali Bennett si on l'attaquait. ומה יקרה אם יתקיפו אתכם מתוך הליכוד? יש לי כלל מאוד ברור בכלל בקמפיין הזה, מי שתוקף, אנחנו תוקפים חזרה. אנחנו לא יורים ראשונים, אבל מי שתוקף אותנו, אנחנו לא שותקים. Donc voilà, on va pas se taire. Effectivement, il a riposté dès hier matin. Il était sur Galet Tzahal, c'est la radio militaire israélienne, où il disait d'abord que lui ne voulait pas tirer à l'intérieur du tank. Vous savez, c'est une expression israélienne qui dit on ne veut pas de guerre fratricide, en tout cas à l'intérieur d'un même mouvement, puisqu'il veut une droite forte dans ses élections. Mais il ajoute tout de même que grâce à cet enfant Naftali qu'on a vu dans le clip de campagne de Binyamin Netanyahou, et grâce à cet enfant, on est parti en opération contre les tunnels de destruction, en tout cas contre les tunnels terroristes
terroristes à Gaza. Alors il y a un autre politique qui a réagi à cette campagne du Likoud, c'est Moshe Kahlon. Il figure dans le clip? Non, il ne figure pas. Peut-être qu'il est un petit peu vexé, je ne sais pas. En tout cas, Moshe Kahlon, lui, a répondu sur Facebook. On va voir tout de suite son statut. On peut lire dans ce statut: je ne sais pas où Bibi a trouvé une classe de maternelle avec moins de 35 enfants. Vous savez qu'en Israël, la norme, c'est 35 enfants. Mais je suis heureux de voir qu'il a enfin compris qu'il a entraîné qu'il a provoqué un manque d'effectifs dans les classes de maternelle. Une petite pique en réponse à ce clip. Alors, chez Lieberman, on appelle Bibi à continuer à s'occuper des jardins d'enfants pendant que Israël Beiteinu, le parti de Lieberman, s'occupe des choses importantes. Tzipi Livni a, elle, affirmé qu'il était dommage que Netanyahou ne s'occupe que des jardins d'enfants plutôt que des enfants qui ont faim ou encore des enfants qui ont eu peur pendant l'opération Bordure Protectrice d'aller justement en maternelle alors que lui discutait avec le Hamas. Alors si on parle de Livni, je voudrais juste vous montrer un autre clip de campagne du Likoud qui attaque cette fois Livni et Herzog, qui n'était pas non plus, Bougie Herzog, qui n'était pas non plus dans ce clip étonnant. C'est le clip on aura sans doute l'occasion d'en reparler cette semaine, le clip du téléphone rouge qui sonne en cas d'urgence. Vous savez, dans tous les gouvernements, il y a ce téléphone. Et bien, ils se disputent qui va répondre, puisque vous savez qu'ils seront en présidence tournante. Voilà, à ce à quoi ont répondu Tzipi Livni et Yitzhak Herzog. On dit, nous, on se disputera peut-être pour savoir qui va répondre, mais en tout cas, personne n'appellera Benjamin Netanyahou, puisqu'il est fâché avec les Européens et avec les Américains. Alors il y a une autre polémique qui a été déclenchée par ce clip, elle se situe au niveau de la légalité de l'utilisation des enfants, je crois. Oui, normalement dans la loi on ne peut pas utiliser l'image d'enfants, en tout cas utiliser des enfants à des fins politiques dans la campagne électorale. Elle a clairement, on a vu que dans ces clips, les enfants n'ont pas 10 ans, puisqu'ils sont censés avoir, on va dire, à mon avis, ils ont 7-8 ans dans ce clip. Donc le directeur du Conseil national israélien pour l'enfance, Yitzhak Kadman, a tiré la sonnette d'alerte et a déclaré samedi qu'il allait demander au président de la commission centrale électorale, Salim Jourban, d'arrêter la diffusion d'une vidéo de campagne du Likoud, ce qu'a fait évidemment Salim Jourban a demandé que ce ne soit pas diffusé, ce à quoi ont répondu au Likoud. C'était un clip parmi tant d'autres qui n'a pas été autorisé à diffusion. Il y aurait eu donc une fuite. Drôle de réponse quand même, non? C'est un petit peu étrange puisque c'est apparu sur tous les réseaux sociaux, y compris sur le Facebook du Likoud. Ça a disparu depuis. Donc, Allez Myriam, on ne va pas terminer ce journal de campagne sans évoquer le sort des partis arabes israéliens. Oui, vous savez, ils ont voté aussi. Il y a eu les primaires ce week-end, samedi. Alors à noter que chez Hadash, l'un des deux partis principaux arabes israéliens, il y a eu un véritable retournement des choses. Le président du parti, Mohamed Barka, a en effet annoncé samedi, au cours de ces primaires justement, qu'il ne comptait pas se présenter, ce qui a provoqué une véritable cohue dans la salle. Le parti sera finalement représenté par l'avocat Iman Oda, c'est un jeune avocat de Haïfa. Et puis à Balad, le parti sera mené par Jamal Zachalka. Notez que la députée Hanin Zouabi n'arrive qu'en deuxième position, et c'était déjà difficile d'arriver en deuxième position. C'est important de le souligner, parce qu'on peut penser que c'était évident qu'elle soit deuxième. Et ben non, ça a été une certaine lutte avant qu'elle arrive à cette deuxième place. Et enfin, un dernier mot, le patron de Avoda, Yitzhak Bougie Herzog, a proposé au parti arabe israélien de se joindre à sa liste qu'il partage avec Tzipi Livni, une proposition qui aurait été rejetée par Hadash et Balad, qui eux affirment que dans les prochains jours, ils allaient sans doute proposer une liste commune. Merci Myriam Aman pour ce journal de campagne. Et puis les caricaturistes israéliens ont décidé eux aussi à leur manière de rendre hommage aux caricaturistes de Charlie Hebdo. C'est un reportage de Maël Benoliel. Ils sont presque tous là, les plus grands des caricaturistes israéliens, ensemble pour rendre hommage à leurs confrères français de Charlie Hebdo, assassinés sauvagement il y a 10 jours pour avoir exercé leur métier de journaliste et dessinateur satirique et pour avoir usé de leur liberté d'expression. Nous avons mis cela en place très rapidement. Nous y avons pensé le vendredi qui a suivi l'attentat et nous voilà ici réunis une semaine après. Réunis au musée de la caricature et de la bande dessinée de Roulon, les caricaturistes ont décidé de saluer à leur manière leurs collègues partis trop vite. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et on a pensé que ce quelque chose pouvait être une discussion ouverte à laquelle on inviterait des jeunes. Et au centre des débats, pendant presque 2 heures, les limites de la liberté d'expression et la démocratie en Israël. Avec pour ultime question, un journal satirique comme Charlie Hebdo pourrait-il exister dans l'État juif et démocratique? Pour Shlomo Cohen, caricaturiste depuis près de 50 ans, la réponse a le mérite d'être claire.
Non, impossible, car je pense que le public israélien ne comprend pas vraiment ce que sont les caricatures et qu'il aurait été difficile pour lui de voir des caricatures comme celles que publie Charlie Hebdo. On ne peut pas dire pas possible à une chose qu'on n'a pas essayée. Et je pense que ce qui s'est passé en France donne à certains d'entre nous, je parle des professionnels du dessin de presse, l'envie d'avoir un journal comme ça, d'avoir une plateforme comme ça. Les caricatures, c'est la culture, c'est une langue aussi, un langage que tout le monde ne peut pas comprendre. En Europe occidentale, on comprend ce langage. En Israël, beaucoup moins. On n'a pas la même tradition du dessin de presse, qui en France, elle est 2 fois centenaire. On a beaucoup de choses à apprendre en regardant ce qui s'est passé en France. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose d'identique ici. Des idées, du courage et une situation difficile qui demande à être caricaturée. Un journal satirique de la trempe de Charlie Hebdo verra-t-il bientôt le jour en Israël? L'idée est lancée. En attendant, eux aussi sont Charlie. Les caricaturistes israéliens qui sont Charlie. Bonjour Rudy Sada. Bonjour Allez, Cyril on va Amar. faire donc cette revue du web quotidienne avec vous. On va parler de cette polémique qui s'abat sur Miss Liban. Tout cela à cause d'une photo postée sur les réseaux sociaux en compagnie de Miss Israël et ça fait scandale. Oui, ça se passera le 25 janvier prochain du côté de Miami. Ce sera la 63e élection de Miss Univers, un concours de beauté qui existe depuis 1953 et qui réunit des jeunes et jolies jeunes femmes venues des 4 coins du monde. Et Sally Gray, chez Miss Liban, elle a fait les frais d'un post Facebook. Et voici donc l'objet du délit, une photo qui semble être un selfie. Elle est au centre, c'est la brune au centre. Une photo qui semble être un selfie. Donc elle apparaît à côté de Miss Slovénie à droite et de Miss Chine tout à droite, mais aussi à côté de Doron Matalon, Miss Israël à gauche sur la photo. Un selfie qui semble avoir été pris par Miss Israël, si on connaît un petit peu le selfie comme ça. Rappelons que le Liban et Israël sont officiellement en guerre et qu'au Liban, les rapports avec Israël ou l'un de ses ressortissants sont strictement interdits. Aussitôt diffusés sur la page Facebook de Miss Israël, cette photo a provoqué un tollé au pays du CED et dans les médias et aussi sur les réseaux sociaux. Et la jeune femme s'est justifiée d'une manière assez surprenante. Oui, alors sur sa page Facebook, Sally Gray a crié au photobombe. Le photobombe, c'est une pratique qui est bien connue sur Internet. Il s'agit d'intervenir au dernier moment dans une photo, c'est-à-dire plus ou moins de s'incruster. Alors voilà sa réponse, regardez son message, assez surprenant. Depuis le premier jour, j'ai fait très attention de ne pas prendre des photos avec Miss Israël, qui a essayé à plusieurs reprises de le faire alors que je me préparais. Miss Israël a sauté sur moi et a pris un selfie avec son téléphone et l'a affiché sur les réseaux sociaux. On voit sur la photo qu'elle n'a pas l'air du tout d'avoir été prise par surprise. Vous n'avez pas l'air d'être convaincu. Voilà. Non, pas du tout. Et elle conclut en espérant que le peuple libanais continuera malgré tout de la soutenir. Alors, cette réponse date d'il y a 2 jours et devant la polémique, c'est Miss Israël qui hier s'est exprimée et a voulu donner sa version de ces défaites, toujours sur sa page Facebook. Alors, elle dit cela ne m'étonne pas, mais me rend très triste. Dommage de ne pas oublier l'hostilité pour seulement 3 semaines. C'est une expérience unique de rencontrer des filles de partout dans le monde, mais aussi rencontrer sa propre voisine. Fin de citation. Alors je crois que c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de situation. Non, alors ce genre d'incident c'est pas rare, notamment dans le monde sportif. On a eu plusieurs exemples dans les JO de lutteurs iraniens qui déclaraient souvent forfait dans les grandes compétitions pour ne pas rencontrer d'athlètes israéliens. Et en ce qui concerne le concours de Miss Univers, en 2002, Miss Liban avait refusé de rejoindre la compétition à cause de la présence de Miss Israël également. Et en 2006, Gabrielle Bou-Rached du Liban et Anastasia Entin d'Israël que vous voyez, eh bien elles ont révélé l'amitié qui les alliait en pleine guerre du Liban. Donc il y a quand même des belles histoires dans cette Miss Israël. Et puis pour finir avec cette polémique, une photo plus assumée, celle de Miss France avec Miss Israël qui toutes les deux sont Charlie. C'est la même, c'est la même. Oui, c'est la même. C'est Doron Matalon, absolument. Doron Matalon, très bien. Alors, on a beaucoup parlé ce week-end, Rudy, de cette carte Google qui géolocalisait Al-Qaïda au Yémen, mais à l'Elysée. Absolument. Alors, petit rappel des faits, Google Maps, vous connaissez le site de cartographie de Google qui vous aide à vous repérer partout dans le monde. Et bien, vendredi dernier, dans l'après-midi, si on tapait Élysée, eh bien, on voyait apparaître le palais de l'Élysée, évidemment, mais à l'intérieur du palais de l'Élysée était aussi localisé Al-Qaïda au Yémen, la branche d'Al-Qaïda qui a revendiqué l'attentat contre Charlie Hebdo. Alors dans le contexte d'attaques informatiques djihadistes à répétition, ce détail n'est absolument pas passé
inaperçu. Alors comment on explique que Al-Qaïda au Yémen se soit retrouvé sur la carte? Alors le Huffington Post a pris le soin de nous expliquer très bien le mécanisme qui mène à cette image. Alors en fait, grâce à une fonction qui s'appelle le Map Maker, ce sont des internautes eux-mêmes qui sont invités à placer des lieux d'intérêt sur la carte eux-mêmes. Ces propositions sont vérifiées et validées, mais si vous mettez les lieux exacts, plus vous en mettez, en fait plus vous êtes exact dans les lieux que vous créez, et bien moins vous créez des problèmes et moins ce que vous proposez est vérifié. Donc cette localisation qui sonne, il faut le dire, comme une provocation, et bien en fait elle est passée par les mailles du filet car l'utilisateur qui l'a mise en ligne était un bon client. Regardez, autre exemple, le Huffington Post nous donne cet exemple qui concerne Israël. Si vous cherchez l'ambassade d'Israël en France sur Google Maps, eh bien vous la trouvez, mais vous trouvez aussi écrit en dessous territoire palestinien, forteresse et Jordanie. Google France a promis de vite régler le problème et de renforcer son système de contrôle, ou de le réformer. Allez Rudy, on referme cette revue du web avec ce caricaturiste qui interagit avec ses dessins et qui fait un gros buzz sur Internet. On a vu des hommages en Israël. Il y a eu de nombreux hommages à la profession durement touchée par ce terrible 7 janvier. Et bien ce matin, je voulais pour finir vous montrer le travail du dessinateur Alex Solis, dont le travail a beaucoup été partagé sur Internet ces derniers jours. Il joue avec ses dessins dans une série qui s'appelle Interaction. Regardez comment il met par exemple un coup de poing à son personnage, comme vous le voyez, personnage qui lui se venge ensuite en brisant le smartphone de son auteur, et puis la bataille continue avec ce tiré de peau absolument effrayant. Voilà, c'est très créatif et c'était un moyen de faire un petit clin d'œil ce matin à tous les dessinateurs du monde. Eh bien c'est bien, bravo, merci Rudy Sada, merci Myri Maman. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Je vous laisse en compagnie d'Elsa Mimoun pour un nouveau journal. Quant à moi, je vous retrouve dès demain matin aux aurores, car vous le savez, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. À demain.